tous et bienvenue à cette visio. Alors c'est un hasard, mais c'est la cinquantième c'est la cinquantième édition, la cinquantième visio réalisée depuis mars 2020 dans le cadre du partenariat entre Infora Santé, Patiente Impatiente et Rénalou. Donc plusieurs représentants sont présents ce soir. Donc ces temps d'échange ont été initiés lors du premier confinement et ils se veulent un espace d'information, d'échange et de partage d'expériences. Depuis octobre 2020, on a aussi initié des visiothématiques, hein, dont celle-ci fait partie, et des visiothématiques sur des sujets qui ont été proposés par les patients. Donc je vais passer la parole à Béatrice, qui est présidente d'Infora Santé, et qui va rappeler rapidement les modalités d'échange pour le temps que nous passerons ensemble ce soir. Bonsoir à tous. Donc, on s'excuse par avance. C'est une nouvelle façon de présenter un petit peu plus complexe puisqu'on est beaucoup. Et déjà, on va essayer tous ensemble de pouvoir éteindre nos micros quand une personne parle. On va avoir un temps d'échange avec nos experts. Il va y avoir une petite présentation PowerPoint qui ne durera pas très longtemps. Et ensuite, on pourra s'exprimer et échanger. Mais vraiment essayer donc d'être bienveillant et de s'écouter, et d'écouter les personnes qui parlent, de les laisser, en tout cas, de les écouter avant de prendre la parole. Et n'hésitez pas surtout à écrire des choses dans le chat. Et Delphine va faire attention justement à ce qu'aucune question ne soit oubliée. Et elle sera aussi un peu notre timekeeper, puisque nous avons la possibilité donc de rester ensemble jusqu'à 20 heures. Mais comme on est assez nombreux, il va falloir un petit peu utiliser notre temps avec parcimonie. Donc, je vais laisser la parole à Clotilde qui va présenter les différents intervenants. Et voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là et de votre compréhension pour ce premier essai. Merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet et je voulais remercier les trois experts qui sont présents ce soir. Stéphane Corsia, qui est rédacteur médical, le docteur Édouard Lefebvre, qui est néphrologue à l'hôpital Bicêtre, et le docteur Guy Rostocker, qui est néphrologue à Quincy-sous-Sénart. Donc les trois experts vont prendre tour à tour la parole pendant un temps réduit. Ensuite, on pourra échanger tous ensemble. Donc, je vais peut-être commencer à donner la parole à Stéphane, si tu veux peut-être nous faire une petite introduction sur le sujet du jour. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Stéphane Corsia, je suis rédacteur médical. J'étais pendant longtemps un intervenant associatif dans le cadre du VIH et des maladies rares. Voilà, depuis quelques années, mon travail consiste à synthétiser les données des études dans divers domaines et à digérer ça et à le retransmettre pour les professionnels de santé. Donc moi, mon expertise ce soir, c'est juste de bien connaître tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent en termes de données sur les vaccins contre la Covid. Donc voilà, mon introduction, elle est très brève. Je voulais juste repositionner un petit peu les vaccins qui sont disponibles ou vont bientôt être disponibles aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre qu'on a des familles de vaccins qui sont vraiment différentes et que donc les conséquences de la vaccination peuvent être différentes en fonction de ces différents types qu'on appelle des plateformes. Chaque type s'appelle une plateforme vaccinale. Donc, vous avez entendu parler, bien sûr, des vaccins ARN, ce sont les premiers qui sont arrivés. Donc, eux, ce sont des petites particules qui contiennent de l'ARN, qui codent pour une protéine du virus qui s'appelle la protéine S. Et ces vaccins, ils ont une particularité aujourd'hui, c'est que c'est la première fois qu'on utilise ce type de vaccin de manière aussi large chez l'homme. Ils ont été un petit peu utilisés chez l'animal et testés chez Ebola, mais tout ça reste assez limité. C'est la première fois qu'on injecte des vaccins de ce type à des dizaines, centaines, millions de personnes aujourd'hui. Ces vaccins donc, ont montré qu'ils ont une très bonne efficacité à travers toutes les tranches d'âge, même s'il manque un peu des données chez les personnes très âgées. Mais enfin, globalement, quand on voit la réaction immunitaire dans des plus petites études qui ont porté sur toutes les tranches d'âge, ce sont des vaccins qui donnent une vraie bonne réponse immunitaire. La deuxième plateforme vaccinale dont vous avez entendu parler, c'est celle du vaccin AstraZeneca.
Ça, c'est un mode un petit peu différent. Ce sont en fait des virus qu'on appelle les adénovirus, qui sont des virus assez courants, virus du rhume chez l'homme. Et, et, et donc, on prend ces virus-là, on leur enlève la capacité de se multiplier et on leur ajoute le gène qui code pour la fameuse protéine S du Covid, du virus Covid. Et donc, ces vaccins-là, adénovirus, il y en a assez peu aussi, mais on les connaît depuis très longtemps. On les a essayés contre beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y a essentiellement un vaccin Ebola, adénovirus chez l'homme. Chez l'animal, il y en a plusieurs. Donc, on a un petit peu plus de recul. Alors, la particularité de ces vaccins, c'est que c'est un virus qui est injecté, c'est un virus entier, moins ce qui lui permet de se multiplier. Ce qui veut dire que le système immunitaire ne va pas seulement monter une réponse immunitaire contre la protéine S de Covid, mais aussi il va monter une réponse immunitaire contre le virus qui le porte. Et ça, c'est un petit peu un problème parce que quand on va faire des rappels, ben, il y aura une réponse immunitaire contre ces vecteurs, ces virus qui portent, et ça nuit un peu à la réponse immunitaire. Et c'est pour ça que le vaccin AstraZeneca aujourd'hui a un peu de problème à prouver une efficacité aussi forte que celle des vaccins ARN. Voilà, la troisième plateforme qui va arriver très vite, c'est celle d'un vaccin dont vous allez entendre parler qui s'appelle Novavax. C'est un petit peu différent. Ce sont des petits tubes de gras dans lesquels sont plantées la protéine S du virus, telle qu'elle. Et pour l'instant, ils ont l'air de donner des résultats plutôt intéressants. Voilà. Et sinon, les autres vaccins qui vont arriver sont toujours sur ce modèle-là. Alors, les Chinois ont développé un vaccin un peu différent. Ils prennent le virus de la Covid, ils le fatiguent un peu, même ils l'empêchent, il inactive. Et donc, ils injectent ce virus inactivé chez des patients. On a très peu de données finalement, alors que les Chinois le vendent déjà à plein de pays. Mais on a assez peu de données sur l'immunité que ce vaccin produit. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler ça simplement parce qu'en termes d'effets secondaires, en termes de nécessité d'avoir un système immunitaire réactif, ça peut changer la donne selon la plateforme vaccinale. Voilà. Je vais peut-être passer la parole au docteur Édouard Lefebvre et puis on finira par la super présentation du docteur Rostocker si ça vous convient à tous. Expert, c'est beaucoup dire. Hein. Moi, je suis expert, je suis médecin néphrologue et je m'occupe de greffe rénale. Donc, en ça, je ne sais pas si je suis expert, en tout cas, je suis praticien. Et en termes de vaccins, je ne suis pas du tout expert, mais je me suis documenté un petit peu comme tout le monde autour de cette table aujourd'hui. Et le message principal que je voudrais délivrer, c'est pour ce qui est de ma partie en transplantation, c'est que le vaccin, aujourd'hui, la réponse est oui. On doit en parler, en débattre ce soir sûrement avec différentes questions par tous les usagers de soins, je ne sais plus comment on appelle maintenant les patients, qui sont nombreux, et merci de vous être connectés en nombre pour ces discussions. Merci aux associations de patients de nous avoir invités à discuter de ça. Et encore une fois, je parle d'une position humble et de praticien hospitalier. Donc nous, en pratique courante, on sait que les patients immunodéprimés bénéficient encore plus que la population générale des préventions infectieuses au sens large, hein, que ce soit les préventions sur les conseils d'hygiène de vie, que ce soit les préventions par des antibiothérapies précoces en cas d'infection ou d'autres types de préventions. On souhaite toujours intervenir assez précocement dans les situations infectieuses et éviter bien sûr les contacts avec les gens malades quand on est greffé. Donc avant de parler de vaccin, on parle quand même de prévention au sens large du risque infectieux, viral notamment, parce que là actuellement on traverse une pandémie virale assez compliquée à gérer. Donc, évidemment, le vaccin vient dans cette logique de prévention infectieuse au sens large et dans cette thématique toute particulière du Covid. Mais il faut bien souligner que c'est un des éléments qu'on doit prendre auquel on doit réfléchir et qu'on doit prendre en compte dans la stratégie du risque par rapport au virus. On parle de vaccins, bien sûr, mais encore une fois, moi, si je
je peux pas m'empêcher de penser à tous mes patients qui ont contracté le virus et qui pour certains, ont eu des formes très graves. Je sais qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ont été très précautionneux dans les mesures barrières, dans l'éviction des milieux à risque, mais qui ont eu voilà, entre guillemets, des accidents de mesures barrières et qui ont mené à des comptages, à des infections et à des situations parfois dramatiques. Donc, il faut avant tout quand même rappeler que la meilleure façon d'éviter l'infection, c'est d'utiliser au mieux les mesures barrières et de les généraliser, aussi d'utiliser les tests antigéniques qui permettent de dépister tout le monde quand on a des obligations de réunion, des opportunités de réunion, des réunions auxquelles on veut participer. Pour ce qui est plus précisément de la question des vaccins chez le transplanté, évidemment, quand on a dit ça, on sait qu'on est exposé quand même à un risque infectieux et que le vaccin vient en complément de toutes les mesures qu'on peut utiliser préalablement. Et en transplantation, on recommande vivement toutes les vaccinations qui ne sont pas des vaccinations à virus vivant atténué. Et donc, les vaccinations proposées actuellement contre la Covid sont des vaccinations qui sont, au point de vue de ce point de vue-là, qui sont recommandés chez le transplanté, à savoir que ce ne sont pas des vaccins vivants atténués, et donc on peut les utiliser chez le transplanté, qu'on doit les utiliser chez le transplanté. La réserve qu'on se met, c'est de respecter le délai de 3 mois après la greffe pour les transplantés récents. D'une part, parce qu'on ne souhaite pas faire de mouvements immunologiques trop violents dans cette période-là. C'est du bon sens clinique d'imaginer qu'il y a un surrisque de rejet dans cette période-là qui est connu et qui est maîtrisé. Mais c'est une période donc à risque dans laquelle on ne souhaite pas ajouter une inconnue supplémentaire. Et donc, par précaution, les sociétés savantes ont recommandé qu'on ne fasse pas la vaccination dans cette période de 3 mois. La deuxième explication, c'est aussi l'explication du fait que les vaccins sont moins efficaces dans la période initiale après qu'on ait subi une induction immunosuppressive forte. Et donc, dans cette période-là, on va reporter la vaccination pour ceux qui ont été greffés là à l'automne ou à la fin de l'été. On va la reporter plutôt au printemps. Voilà. Donc, voilà de ce point de vue des recommandations. Ensuite, on peut parler uniquement par analogie aux autres vaccinations que sont notamment celles antipneumococciques, parce qu'on sait que chez le transplanté, la vaccination antipneumococcique est efficace. Et donc, on se base sur les réflexions par rapport à ce vaccin. Et on sait que chez le transplanté, la vaccination antipneumococcique est un petit peu moins efficace que chez l'immunocompétent. Donc, c'est intuitif, mais ça a été prouvé. Et donc, on peut imaginer que chez le transplanté, les vaccinations anti-Covid soient moins efficaces, éventuellement, a fortiori, chez le transplanté qui a une lymphopénie. Mais ça reste hypothétique et pour l'instant, on n'a pas de preuve de cette moindre efficacité. Toujours est-il que si on doit peser, comme on fait toujours en médecine, le bénéfice-risque d'un traitement, aujourd'hui, il est largement en faveur d'un bénéfice à éviter à tout prix les infections à Covid et donc à se faire vacciner. Voilà, je suis disponible pour vos questions et pour répondre éventuellement à des remarques. Merci. Je souhaitais juste remercier le docteur Lefebvre et proposer au docteur Rostocker de nous faire sa présentation. Donc mon idée était d'essayer de résumer dans ce diaporama quelles étaient les bonnes raisons de se faire vacciner si l'on est dialysé. Alors, on va regarder. Alors, j'ai pris 6 bonnes raisons parce qu'on verra sur la dernière diapositive, il y a un article récent
Ah ben voilà, vous avez réussi. Voilà. Donc, on verra sur la dernière diapositive qu'il y a un article récent qui est en cours de publication dans Néphrologie, Dialysis et Transplantation, qui est la revue de la Société européenne de néphrologie, dialyse et transplantation, qui considère qu'il y a pas seulement 6 bonnes raisons, mais 150 bonnes raisons pour que les patients dialysés soient prioritaires au niveau européen pour la vaccination. Donc, si vous pouviez aller sur la prochaine. Voilà. Alors, la première raison, qui est probablement la plus importante, c'est que les dialysés ont une fréquence, les dialysés en centre, c'est-à-dire en centre lourd, dans les autodialyses, dans les UDM, ont une fréquence extrêmement élevée de Covid-19 par rapport à la population générale. Ça, ce sont les données sur la première vague. Vous voyez que lors de la première vague de la Covid, il y a eu 0,2% de la population générale française qui a été touchée, contre 3,3%, donc 16 fois plus. Et l'autre élément assez intéressant, c'est que les patients qui sont en dialyse à domicile, que ce soit en dialyse péritonéale ou en hémodialyse à domicile, ont un risque qui est réduit d'à peu près moitié par rapport aux patients qui sont en centre. Donc, prochaine diapositive. Donc, avec logique, beaucoup de personnes ont dit que c'était le meilleur moyen de prévenir pour les patients dialysés le risque de contracter la Covid était d'être en dialyse à domicile. Mais le problème, c'est que la grande majorité des patients qui sont traités en centre ne sont pas transférables en dialyse à domicile du fait de leur âge ou de leur comorbidité. Et d'autre part, transférer et réorganiser, alors qu'on a un retard notamment en France très important sur le domicile, va prendre probablement des années. Donc, ce n'est pas vraiment, malheureusement, le moyen le plus efficace pour protéger les dialysés. Prochaine diapositive. La troisième raison, c'est que malheureusement, la mortalité des patients dialysés par rapport aux patients de la population générale est bien supérieure. Donc, vous voyez, ce sont des données chez les dialysés français lors de la première vague. On a eu 21% de décès. Au niveau européen, on retrouve à peu près la même chose et c'est assez proche chez les patients transplantés. Alors maintenant, quand on ramène à l'âge, le risque est plus important encore chez les patients transplantés parce que ce sont des patients plus jeunes. Mais globalement, on a un risque de 50% supérieur de décéder, malheureusement, lorsqu'on est dialysé. Donc, on a vraiment deux raisons principales. C'est plus fréquent du fait notamment des séjours 3 fois par semaine dans des structures hospitalières avec les transports en plus médicalisés. Et l'infection Covid est beaucoup plus sévère chez les patients dialysés qu'en population générale. Prochaine diapositive. Alors, autre raison, on pourrait imaginer que la Covid-19, l'épidémie va s'arrêter bientôt grâce au vaccin. Et il y a un immense espoir, en plus des mesures barrières, en plus des mesures comme la distanciation sociale, la réduction des réunions en société. Mais malheureusement, quand on regarde les modélisations, même avec une vaccination efficace, c'est des modélisations qui ont été faites il y a peu de temps par des épidémiologistes de la revue Science et qui ont été publiées dans quand même une très grande revue qui est la revue Science, qui est une des plus grandes revues de médecine et sciences. Eh bien, ces modélisations montrent qu'on va être encore dans la Covid jusqu'en 2024. Donc, ça veut dire que ça va être une vie extrêmement compliquée pour les patients s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne sont pas protégés. Même on le voit à l'heure actuelle, même avec les mesures barrières, même en faisant très attention, on a quand même beaucoup de patients qui se contaminent, beaucoup moins à mon avis par rapport à la première vague, mais encore malheureusement trop de patients qui se contaminent. Donc, ça va être une arme supplémentaire pour réduire le risque de contracter la Covid. Prochaine diapositive. Alors, on a cette chance en France
et dans beaucoup de pays européens que les dialysés, les transplantés ont été considérés comme prioritaires. Ça, c'est grâce à l'action, je dirais, combinée, synergique, à la fois des différentes associations de patients, qui Rénalou, France Rhin et la société savante. Donc là, il y a une convergence pour convaincre le ministère et la HAS, et le résultat, eh bien, c'est que les patients sont dialysés et les transplantés sont prioritaires. Donc, il faut vraiment que les différents patients transplantés et dialysés en profitent, parce que sinon, ça va être très compliqué ça aurait été très compliqué pour eux de se faire vacciner s'ils n'étaient pas prioritaires. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle que les patients dialysés et les patients transplantés soient prioritaires. Ils le sont juste après les EHPAD et leur personnel, et ça a débuté alors de façon un petit peu trop lente et un peu compliquée parce qu'au niveau européen, il y a une rupture partielle d'approvisionnement, mais ça y est, la vaccination a commencé dans les centres de dialyse pour les patients. Et la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, comme Édouard et Stéphane l'ont rappelé, on a quand même une bonne expérience de la vaccination dans les populations à la fois dialysées et de transplantées. Pour les dialysés, on a vraiment un recul qui est très important, puisque globalement, pour l'hépatite B, c'est grâce à l'hépatite B que ce virus a disparu dans les centres de dialyse, alors l'hépatite B était encore épidémique il y a 20-25 ans et dramatique. On a une très bonne expérience de la grippe et plus récemment du pneumocoque. La seule notion qu'il faut retenir, c'est que probablement qu'il faut adapter et renforcer les schémas, mais ce n'est pas certain. Ça, c'est ma remarque vis-à-vis des vaccins ARN qui sont extrêmement puissants, puisque vous savez que pour l'OMS, le seuil d'efficacité était à 50%. Et en fait, on a des vaccins qui ont une efficacité de l'ordre de 90%. Donc, on pense logiquement que l'efficacité est très renforcée de ces nouveaux vaccins contre le Covid. On n'a pas de données chez le dialysé à l'heure actuelle pour la simple raison que les patients dialysés ont été exclus, comme les transplantés d'ailleurs, ont été exclus de tous les essais thérapeutiques. Par contre, il y a des études qui commencent à se mettre en place en France et dans d'autres pays pour le suivi de la vaccination contre le Covid chez les dialysés. Je pense aussi, c'est prévu chez les transplantés. Donc, on aura des informations en plus de la vaccinovigilance. Et c'est ma dernière diapositive. Voilà, pour dire que, en fait, 6 raisons, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, mais vous voyez que pour l'Association européenne de dialyse, ce n'est pas 6 raisons pour prioriser les patients dialysés pour la vaccination contre le Covid, c'est 150 raisons, 6 raisons. Donc, je pense qu'on a une chance immense à l'heure actuelle d'avoir des vaccins efficaces et que, en tout cas en France, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de pays européens, la vaccination soit prioritaire pour les patients dialysés. Donc, il faut vraiment en profiter. Voilà. Merci, Dr Rostocker, et merci à tous les trois pour ces présentations. Est-ce que, du coup, parmi les participants, vous avez des réactions par rapport ou des questions par rapport à ce qui a été exposé par les différents intervenants? Bonjour, je suis transplantée rénale depuis mai 2020. Voilà, j'ai encore des problèmes pour stabiliser le traitement immunosuppresseur parce que voilà, j'ai des problèmes encore avec les globules blancs qui baissent, qui font le yo-yo. Donc, je pense qu'il faut que j'attende encore un petit peu. Et par contre, on est des patients donc hautement prioritaires. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un parcours particulier comparé aux personnes qui n'ont pas de pathologie? C'est-à-dire, on a une ordonnance, mais comment ça se passe après le parcours? Oui, nous, à Bicêtre, pour vous répondre, on convoque nos patients en hôpital de jour ou en consultation, selon là où ils passent en premier. Et voilà, au fil de l'eau, au fil des consultations, on vaccine tous les patients chez qui la vaccination est indiquée, que ce soit des transplantés ou des insuffisants rénaux chroniques. Mais
Donc, voilà, c'est le début, hein, ça se met en place parce que ça prend beaucoup de temps de convoquer tout le monde, mais on a déjà commencé depuis 2-3 semaines et on a déjà vacciné pas mal de monde. Donc, je pense qu'il faut vous rapprocher de votre centre de transplantation, oui, tout à fait. Oui, il semble qu'il y ait des diversités de pratiques en fonction des équipes, que certaines réalisent la vaccination elles-mêmes et d'autres orientent plutôt vers les centres de vaccination classiques, on va dire. Donc les parcours peuvent un peu varier en fonction des équipes qui vous suivent. Bonsoir. Non, c'était juste apporter mon vécu par rapport à la vaccination, parce que moi, je n'ai pas été vaccinée dans mon centre de transplantation. J'ai une transplantation hépatorénale, donc une double transplantation hépatorénale depuis 2015. Je suis suivie à Necker pour la néphrologie et à Beaujon pour le foie. Et moi, je n'ai pas été convoquée par Necker pour être vaccinée, mais Necker nous a envoyé une ordonnance avec une lettre évidemment de recommandation pour être vaccinée. Et je me suis inscrite via les plateformes en ligne mises à disposition par le gouvernement. Donc, en particulier, dans mon cas, c'était par Doctolib. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et j'ai été vaccinée il y a 15 jours. Et vendredi, Necker demande un contrôle pour le taux de créatinine à faire. Donc, vendredi, je vais faire ce taux. Je vais faire ce prélèvement sanguin. Je vais être revaccinée une deuxième injection le 19 février. Et 4 semaines après, rebelote, à nouveau une prise de sang, un contrôle sanguin, où là, il y aura à nouveau la créatinine et la sérologie. Voilà. Alors, je peux donner une réponse, par contre, pour le parcours patient des patients dialysés. En fait, normalement, c'est les centres qui organisent en connexion avec les ARS la vaccination sur place. Hein. Alors, malheureusement, il y a eu quelques cas visiblement où ça n'a pas été le cas, où la vaccination n'a pas été organisée, mais c'est vraiment théoriquement, c'est pas du tout accepté par les ARS. Donc, je voulais juste dire pour le parcours des patients dialysés, c'est au centre d'organiser la vaccination sur place. Ça se fait de concert avec les ARS et avec le centre de référence du département qui a les vaccins qui fournit. Donc, tout le problème à l'heure actuelle, c'est que en fait, on a fait toute l'information pour les patients des centres. Ils ont signé des consentements. Le problème, c'est l'arrivée des vaccins qui peinent parce que c'est un problème global en France à l'heure actuelle et même en Europe. Voilà. Nous avons une question par le chat. Après avoir été vacciné, le taux de créatinine peut-il monter? Alors, moi, je veux bien tenter une réponse, mais ce n'est pas évident de savoir les circonstances. La créatinine peut monter après une vaccination si on est fébrile et déshydraté. Si, par exemple, on a, comme dans certains cas, après une vaccination, que ce soit une vaccination antigrippale ou une vaccination anti-Covid, on peut avoir un syndrome grippal avec de la fièvre et on peut en effet être un petit peu déshydraté et donc avoir une petite ascension de la créatinine dans ce contexte à cause de la déshydratation, mais ce n'est pas du tout quelque chose que l'on va craindre spécifiquement avec le vaccin anti-Covid plus qu'avec un autre. Et si ensuite la question se pose chez un transplanté et un ou une transplantée et que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un sur-risque de rejet? Ça, la réponse, on ne l'a pas, mais on est quand même très serein de ce point de vue-là parce qu'on a l'expérience avec d'autres vaccins qui ont ou n'ont pas d'adjuvant et qu'on n'a pas constaté ce sur-risque de rejet. Ensuite, comme tout traitement nécessite une évaluation du rapport bénéfice-risque. Et aujourd'hui, avec le vaccin anti-Covid, on est quand même très serein sur le fait que le risque est minime, que ce soit chez l'insuffisance rénale ou pas. Et les risques connus sont uniquement les risques d'allergie. Et le risque est tellement minime qu'on vaccine aussi les patients qui ont des risques allergiques. Donc,
voilà, moyennant une petite surveillance dans la demi-heure qui suit. Mais donc, aujourd'hui, on considère qu'il y a un bénéfice qui est largement supérieur au risque. Voilà. Du coup, je vais poser une question en lien avec le témoignage de Virginie. Pourquoi y a-t-il une disparité en France sur les sérologies? Par exemple, il y a des centres de greffe où on fait des sérologies à 1 mois ou à 3 mois, voire à 6 mois, hein, je ne sais plus, et des centres de greffe où on ne les fait pas du tout. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est pourquoi faire des sérologies, c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a des disparités, c'est ça? Voilà, c'est ça. En gros, pourquoi faire des sérologies et pourquoi dans certains centres de greffe ou de dialyse on en fait, dans d'autres pas? D'accord. Alors moi, je peux répondre concernant la greffe, et puis je laisserai Guy Rostocker s'exprimer sur la question en dialyse. En réalité, le problème, il faudrait sans doute avoir une meilleure visibilité sur la positivité des sérologies chez les patients et les patientes parce qu'on a parfois des surprises chez des patients qui ont été totalement asymptomatiques et qui ont présenté en réalité une sérologie positive. Donc ça, il faudrait sans doute le faire. Ensuite, ça, c'est rendu possible dans les établissements qui sont dotés de laboratoires qui ont les moyens de le faire. Le gros problème actuellement, c'est la disponibilité au niveau structurel, logistique et du matériel dans les laboratoires pour faire tout ce qu'on leur demande comme surcroît de travail depuis le début de cette pandémie. Et donc, on pourrait faire beaucoup de choses en effet. Ça serait sans doute bien à titre informatif de pouvoir faire des sérologies à tout le monde de manière itérative, peut-être régulière. Mais en réalité, ce n'est pas faisable partout pour des raisons évidentes de disparité de dotation des établissements par rapport à leur centre de traitement des examens virologiques et sérologiques. Je peux peut-être juste ajouter, pour corroborer aussi ce que disait Virginie par rapport à mon expérience de patiente, on est traitées toutes les deux à Necker. Et en fait, donc, moi, j'ai eu la même ordonnance donc, que Virginie. Je suis allée faire le tour des sites web, je ne trouvais pas de place. Et donc, je suis allée me faire vacciner, excusez-moi, à Tours pour avoir ma première injection. Et donc, avec l'aide d'une amie, j'ai donc recommencé avant-hier pour avoir la deuxième injection dans ma région parce que je n'avais pas tellement envie de refaire 300 bornes, enfin 600 en fait. Donc, du coup, j'ai obtenu une seconde place sur Doctolib dans ma région. Donc, en fait, on peut effectivement aller faire sa première injection dans une autre région et faire la deuxième, évidemment, dans le même vaccin, dans une autre région aussi. Donc, clairement, en fait, c'est en fonction des disponibilités. Et aussi, par rapport aux sérologies, Necker nous a donné une ordonnance pour vérifier notre sérologie par rapport donc, à l'effet du vaccin. En fait, ils veulent voir s'il y a vraiment un effet sur l'immunité des patients. À J+15, je crois. Et en fait, aussi, pareil pour la créatinine, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pour voir s'il y a une variante, si ça varie ou pas par rapport à la suite du vaccin. Donc, moi, j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai la réponse, j'ai demandé à Necker tout simplement parce que je ne savais pas trop pourquoi non plus on faisait ces tests-là. Et puis aussi parce qu'il y a des patients qui n'ont pas eu du tout cette proposition. Mais moi, je le fais en ville, en fait. Et j'envoie les résultats à Necker. Il y a quelque chose qu'il faut quand même préciser, c'est que d'abord, pour qu'une sérologie indique que la vaccination a marché, entre guillemets, il faut être sûr que la personne n'avait pas d'anticorps avant, qu'elle n'ait pas eu une forme asymptomatique. Donc, je ne sais pas si c'est fait systématiquement, mais c'est la condition sine qua non. Ensuite, il faut savoir que quand vous faites une sérologie, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le contexte hospitalier, il y a peut-être des trucs particuliers, mais la sérologie qu'on fait en laboratoire de ville, c'est ce qu'on appelle une ELISA, le test s'appelle ELISA, et c'est très peu spécifique. Alors ça va montrer que la personne est rentrée en contact avec la protéine S, donc qui a eu effectivement, enfin qu'on n'a pas injecté de l'eau, quoi, grosso modo, mais ça ne va donner aucune information sur la qualité de la réponse immunitaire par rapport à la vaccination. Pour avoir une idée de ça, il faudrait mesurer ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, c'est-à-dire une faille
Alors, je voudrais donner des informations complémentaires à celles d'Edouard et de Stéphane par rapport au centre de dialyse. Alors, il faut savoir que il y a des cohortes nationales qui sont prévues dans certains CHU pour le suivi de la vaccination. Donc, c'est un projet au niveau de l'Agence nationale de la recherche, ANRS, donc mis en place dans une dizaine de CHU avec un suivi avant vaccination et après vaccination sur les différentes modalités, c'est-à-dire la recherche à différents temps, donc des ELISA contre la protéine spike, mais aussi des anticorps neutralisants et une étude de l'immunité cellulaire chez les patients dialysés qui ont été vaccinés donc par, à l'heure actuelle, le vaccin Pfizer. Donc ça, c'est prévu. Et c'est en train de se mettre en place. Il y a aussi une cohorte qui est en train de se mettre en place. Alors cette fois, par rapport aux anticorps neutralisants, c'est au niveau du groupe Ramsay dont je fais partie, et avec une étude initiale avant vaccination, puis ensuite à 1 mois, 3 mois, 6 mois après la vaccination, couplée à des sérologies traditionnelles pour voir si les patients répondent et si éventuellement, parce que ça c'est une question qu'on n'a pas résolue, en tout cas, c'est qu'on ne sait pas quelle est la correspondance entre les tests ELISA, le niveau de réponse en ELISA et le niveau d'anticorps neutralisants. Ce qui serait quand même assez intéressant de déterminer pour les patients pour éventuellement des revaccinations. Donc, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, dans beaucoup de centres, quand même, les patients bénéficient de sérologie pré-vaccinale et on a quand même la surprise parfois de voir que des gens peu symptomatiques ont des anticorps à un titre élevé. Il y a aussi des patients qui ont eu des Covid qui sont même il y a 2 mois ou 3 mois, qui n'ont plus d'anticorps anti-spike et d'autres qui ont encore des niveaux élevés d'anticorps anti-spike. Et là, c'est assez compliqué puisque, en fait, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de règle, par exemple, pour les patients ou les gens qui ont eu la Covid. À l'heure actuelle, globalement, on dit qu'il faut au moins attendre 3 mois, mais on ne sait pas globalement trop l'attitude à avoir s'ils ont des anticorps à un titre élevé, en sachant qu'on n'est pas certain du tout que ces anticorps soient protecteurs. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une espèce d'inconnu. Alors, moins dans la population générale, mais en particulier dans la population des dialysés et probablement aussi des transplantés, d'où les sollicitations quand même des équipes pour essayer de mieux comprendre, pour essayer ensuite d'avoir une meilleure réflexion et une meilleure stratégie de prise en charge qui bénéficie à tout le monde.
Merci, docteur Rostocker. Nous avons une question sur le chat. Peut-il y avoir une incompatibilité du vaccin avec certains traitements, notamment le Ginarc? A priori, moi, je peux donner une réponse sur le Ginarc. Le Ginarc, c'est un traitement qu'on donne dans la polykystose pour essayer de freiner l'évolutivité des polykystoses autosomiques dominantes qui sont sévères, qui risquent, qui sont en évolution vers l'insuffisance rénale progressivement terminale. Donc, a priori, il n'y a pas d'interaction. Moi, j'ai des patients sous Ginarc qui ont été vaccinés. Ça s'est très bien passé. Ça ne fait pas partie des interactions connues. En fait, ma question était, je suis désolé, hein, je suis avec le masque, mais je suis encore au travail. Ma question était, est-ce il y a un risque que le vaccin puisse réactiver des maladies, des maladies auto-immunes? Moi, j'ai une HSF qui n'a pas récidivé là depuis ma greffe, mais est-ce qu'il y a un risque que le vaccin puisse réactiver ce genre de choses? Ou c'est une question encore qui apparaît trop tôt? Enfin, pour ma part, j'ai été vacciné, moi, il y a de ça 20 jours en tant que professionnel de santé. Euh, j'ai eu aucun effet secondaire, juste un problème d'estomac, mais ce n'était pas lié au vaccin. Et j'ai fait une créatinine 10 jours après qui n'avait pas bougé. Je refais une note dans 10 jours, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à 10 jours, ça n'avait pas bougé. Voilà, donc moi j'ai 20 jours de recul. Je devais refaire ma deuxième injection aujourd'hui et ils l'ont repoussé parce qu'ils repoussent tout le monde à 28 jours. Alors qu'au départ, pour les transplanter, c'était 21 jours. Et donc je la refais la semaine prochaine. Mais pour le moment, effet secondaire zéro. Et j'attends juste de voir la créate la semaine prochaine puisque j'ai mon contrôle des 2 mois. Voilà. Et ma véritable question, ma véritable crainte avant ce vaccin, c'était de se dire est-ce que ce vaccin ne peut pas réactiver des maladies auto-immunes en fait. Mais bon, voilà, c'est ma question. Pour répondre à la question, enfin, sur les maladies auto-immunes en général, dans les études cliniques, ces patients ont été bien évidemment exclus d'emblée. Donc, on n'a pas de recul, que ce soit sur toutes sortes de maladies auto-immunes, on n'a pas de recul aujourd'hui provenant des essais cliniques. Maintenant, je ne sais pas si dans la pratique, il y a eu des signalements ou pas. On peut quand même vous faire une réponse par rapport aux autres vaccins dans les maladies auto-immunes, parce qu'on a quand même des données qui ont été reprises par la Société européenne de rhumatologie, le LAR, qui a repris par rapport aux différents vaccins, notamment le vaccin de la grippe, le vaccin de pneumocoque, et globalement, pour les maladies auto-immunes, soit générales, soit spécifiques d'organes, en fait, si la maladie n'est pas en poussée, il n'y a pas d'effet des vaccins, de ces vaccins. Ça a été assez bien étudié. Le seul doute qui existe au niveau d'un vaccin et d'une maladie auto-immune, mais on n'a pas de réponse, c'est pour les papillomavirus et le lupus. Donc, c'est très spécifique. Hein. Voilà, mais c'est le seul doute qui existe pour tous les autres vaccins et toutes les autres maladies auto-immunes générales ou spécifiques d'organes. Si la maladie n'est pas en poussée, il n'y a pas d'influence négative. Par contre, globalement, ce qui est quand même largement recommandé, c'est qu'il faut que la maladie soit stabilisée parce que n'importe quel stimulus sur une maladie auto-immune qui n'est pas stabilisée peut entraîner une poussée. En complément peut-être par rapport à l'expérience en Israël et au Royaume-Uni, il y a aussi aucun signal négatif, alors qu'ils ont effectivement, eux, peut-être un peu plus de recul sur la vaccination Covid actuellement et a priori pas de signes négatifs sur les maladies auto-immunes non plus, sur des réactivations. Non, rien. Moi, je n'ai rien vu sur le Royaume-Uni et le bulletin hebdomadaire de la NSM, donc de l'Agence du médicament française, sur les effets secondaires liés à la vaccination, signale rien de ça. Oui, bonjour. Je reviens un peu sur l'efficacité parce que aujourd'hui, si on sait pas, enfin, si on n'est pas suivi là sur les réponses immunitaires, là, les 3 types de différentes réponses immunitaires, comment on fait pour savoir si on peut faire plus de choses qu'aujourd'hui, même après le vaccin, quoi, parce qu'aujourd'hui, on fait un peu rien pour éviter
d'être contaminés. Donc, est-ce que à partir de quel moment on va se dire qu'on va pouvoir même retourner travailler ou des choses comme ça si on n'a pas si on nous fait pas ces tests, en fait. C'est le principe un peu de la vaccination et des essais cliniques. C'est-à-dire qu'on se dit que si ça marche, ça marche et qu'on n'est pas obligé de vérifier pour chaque personne si ça a créé une bonne réponse immunitaire ou pas. Alors, les études qui ont été mentionnées, qui vont être faites dans les populations spécifiques, comme les dialysés ou les transplantés, ça va apporter des réponses aussi, hein, c'est important. Une manière, là je donne une information totalement empirique, mais une manière de savoir si on réagit, et avec les vaccins ARN, visiblement, c'est quelque chose de bien marqué. En général, la deuxième injection provoque plus d'effets secondaires locaux au site d'injection que la première. D'accord ? Dans les vaccins ARN, tous les gens qui se font vacciner avec les vaccins ARN disent « Ouh, la deuxième, ça passe un peu moins bien que la première. » C'est-à-dire que c'est un peu plus gonflé, il y a un peu plus de douleur au point d'injection, voilà. Donc ça, si ça se passe, c'est signe qu'il y a une réponse immunitaire. Mais est-ce qu'elle est suffisante ou pas, c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux résultats des essais cliniques qui sont faits sur des milliers de personnes. Mais dans votre cas, je suis d'accord que comme on exclut les personnes qui sont en dialyse ou qui sont transplantées des essais cliniques, c'est un petit peu compliqué de faire le saut. Ça relève plus de la foi que de la science, hein, je suis bien d'accord. Mais on aura les études qui vont être faites, les petites études de suivi de la réponse immunitaire, ça apportera des informations intéressantes parce que ce qu'on sait, par contre, c'est que quand on a une bonne réponse au niveau des anticorps neutralisants et de l'immunité cellulaire, on a une protection par rapport à la maladie. Voilà, on ne sera pas obligé d'attendre de voir s'il y a des gens qui sont infectés ou pas. Voilà. Il faut voir aussi, pour avoir un peu de recul, qu'en Israël, où on a vacciné quand même beaucoup de monde aujourd'hui, on commence à avoir sur des populations de plusieurs centaines de milliers de personnes une idée de l'efficacité du vaccin Pfizer en l'occurrence, puisque c'est celui qui a été utilisé, et que les données sont rassurantes, hein. C'est vraiment un vaccin qui protège. Il y a une petite question en rapport dans le chat qui dit que sait-on de la couverture du vaccin après la première dose, première injection? Alors, c'est très variable selon les vaccins. On a observé par exemple qu'avec le vaccin Moderna, après la première dose, il semble y avoir une meilleure couverture en attendant la deuxième, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas l'histoire de faire une seule injection au lieu de deux, qu'avec Pfizer et qu'avec AstraZeneca. Et on voit d'ailleurs que si on regarde dans les essais cliniques les courbes, donc vous savez qu'il y a une courbe avec les gens qui sont vaccinés et eux, ils n'ont pas de maladie, et puis une courbe avec les gens qui ont eu le placebo, et eux, petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui ont eu la maladie. Et on voit très bien que ces courbes se séparent entre les deux injections. Donc, il y a un élément de protection dès la première injection, mais bien inférieur quand même à ce qu'on obtient 10 jours après la deuxième injection, hein, pour les 3 vaccins qui sont commercialisés aujourd'hui. Il y a un seul vaccin qui a publié des résultats récemment, qui s'appelle le vaccin Johnson & Johnson, ou Janssen pour les Européens, qui est un vaccin avec une seule dose. Et lui, ils ont obtenu une efficacité d'environ 70% avec une seule injection. Ils sont en train de faire un essai avec 2 injections pour voir si c'est mieux, mais eux considéraient dès le départ qu'ils avaient une protection suffisante avec une seule injection. Voilà. Mais, enfin, ce n'est pas très important parce que de toute façon, en attendant la deuxième injection, il faut continuer à appliquer les gestes barrières, hein, et de manière stricte. On peut commencer à respirer 10 jours après la deuxième injection, globalement, d'après les études. Je voulais juste apporter peut-être une réponse complémentaire à Anne par rapport, parce que je suis confronté dans mon suivi de certains transplantés qui ont des activités professionnelles, notamment certains travaillent dans des grands laboratoires qui s'occupent des centres de dialyse, donc ce sont des techniciens, ils sont exclus pour l'instant de leur travail. Et on a une discussion avec eux et avec le médecin du travail. Donc l'idée, ces gens sont très demandeurs, à la fois de retravailler, mais en même temps d'être protégés. Et nous, notre problématique, c'est de ne pas mettre leur santé en danger. Donc on est arrivé à l'idée qu'ils pourraient retravailler 1 mois après la deuxième injection vaccinale parce qu'ils seraient protégés.
mais en gardant bien sûr, du fait de leur exposition, un respect strict des mesures barrières dans leur travail. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous donner un renseignement complémentaire. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des néphrologues, et ce n'est pas illogique, la seule sérologie qu'on ait à disposition, c'est la sérologie ELISA, regardent quand même si leurs patients ont un taux d'anticorps très élevé qui pourrait indirectement dire qu'un mois après, ils sont quand même protégés, qu'ils peuvent retourner travailler, sous réserve des mesures barrières. Moi, mon néphrologue, même dans 2 centres entre Paris et province, et aucun m'a dit de faire un test de sérologie. Et du coup, je trouve ça un peu... sachant que... Alors, j'ai bien compris avec ce que vous avez dit que ce n'est pas suffisant, mais ça pourrait donner un indicateur. Et là, même ce test-là, on ne me l'a pas proposé. Moi, je l'avais fait de moi-même en juin pour voir si j'avais eu si je l'avais eu sans le savoir, et c'était négatif. Mais voilà, est-ce que ça vaudrait le coup de le faire quand même après de moi-même? Je ne sais pas. Finalement, ce n'est pas suffisant. Alors, il n'y a pas de consensus, mais il faut savoir que pour l'assurance maladie, on peut tout à fait proposer, c'est pris en charge. Donc, et que c'est même, si vous voulez, dans les études qui sont mises en place dans les cohortes nationales et aussi au niveau Ramsay, a priori, il y a un suivi sérologique standard, plus, bien sûr, ce que décrivait Stéphane, des tests très sophistiqués pour les anticorps neutralisants et l'étude de l'immunité cellulaire pour l'étude nationale de la NRS, parce que ça, c'est très particulier, très, très coûteux, et en plus, il faut vraiment prêter les gens et faire, ça s'appelle un FICOL, c'est-à-dire on fait une séparation des lymphocytes immédiatement après le prélèvement. Donc, c'est très particulier. Ça peut se faire que quasiment dans des instituts hospitalo-universitaires très orientés. Voilà. Merci beaucoup pour les réponses. J'ai une question sur le chat qui réunit 2 questions en une. Donc, quels sont les vaccins les plus efficaces pour les transplantés rénaux? Et donc, une autre question qui s'apparente. A priori, une étude est passée et a été publiée dans Lancet et qui confirme l'efficacité à plus de 90% du vaccin russe. Est-ce que vous avez lu cette étude? Qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'il sera proposé en France? Excusez-moi. Alors, sur Sputnik, donc l'étude est sortie aujourd'hui dans The Lancet. Alors Sputnik, pour vous dire, ce vaccin-là, pensez au vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire donc un virus dans lequel on a intégré les gènes de la protéine S, sauf qu'avec le vaccin russe, l'adénovirus qui a été utilisé est différent de celui d'AstraZeneca, et surtout, et ce qui est important, il n'est pas le même à la première et à la deuxième injection. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on utilise un adénovirus, on déclenche une réaction immunitaire contre l'adénovirus lors de la première injection, et elle peut nuire à l'efficacité de la deuxième injection. Les Russes ont été malins sur ce coup-là, et ils ont pris 2 adénovirus différents pour qu'il n'y ait pas ce problème-là à la deuxième injection. Et c'est intéressant parce qu'après la première injection de leur vaccin, ils obtiennent une immunité, donc avant le rappel, ils obtiennent une immunité qui est assez proche de celle du vaccin AstraZeneca, autour de 70%. Mais quand ils injectent ils font la deuxième injection avec l'adénovirus différent, 2 semaines après, ils ont une efficacité de 90%. Alors, l'essai et c'est une étude intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a 90% des patients qui ont été analysés. Il y en a encore 10% qui n'avaient pas encore reçu leur deuxième dose au moment de cette analyse intermédiaire. On aura un peu plus d'informations là-dessus, je pense, d'ici un mois. Mais c'est quand même un vaccin qui est vraiment intéressant parce que c'est un vaccin d'abord qu'on peut conserver au frigo, enfin pas de manière longue, mais pendant quelques semaines, on peut le conserver au frigo. Et ensuite, donc, c'est des adénovirus, on a un petit peu plus de recul. Et vraiment, il a été fait de manière assez propre. Et on voit qu'il est efficace. Alors, les données vont jusqu'à 70 ans, des patients qui ont 70 ans, et l'efficacité est maintenue jusque dans ces eaux-là. Au-dessus, on ne sait pas. Il a montré une efficacité contre les formes sévères. Donc ça, c'était important. Alors, les autres, sûrement, le sont aussi, mais dans les essais cliniques, ils n'en ont pas eu assez pour pouvoir le prouver. Mais voilà. Donc c'est un vaccin intéressant. On a beaucoup rigolé sur ce vaccin au début, puis finalement, voilà, le principe était plutôt bon.
L'essai a été mené par une entreprise privée qui mène des vaccins, y compris en Europe, donc on sait que les données sont probablement assez propres. On a un peu moins de données sur les effets indésirables parce que c'est un peu plus brouillon que dans les autres études, mais enfin rien d'inquiétant. Et alors, est-ce qu'il sera disponible en France? Probablement pas, hein. C'est ça le problème, pas tout de suite en tout cas, pour plein de raisons. D'abord parce que la Commission européenne n'en a pas commandé, ensuite parce que les Russes ont du mal à le produire, et ils ont promis à d'autres pays qui leur sont plus proches politiquement. Donc nous, à mon avis, on ne verra pas le vaccin Sputnik avant, si on le voit. Mais l'Agence européenne du médicament a rendez-vous avec eux, je crois dans 15 jours, pour commencer le processus d'évaluation officielle de ce vaccin. Donc on aura peut-être une AMM européenne pour ce vaccin à terme. Bonjour à tous déjà, merci à tout le monde qui est là, c'est très intéressant. Est-ce que la sérologie pour voir voir si on a des anticorps du vaccin est exactement la même sérologie qu'on fait pour voir si on a eu le Covid? On fait de façon empirique, hein, c'est-à-dire que ce qui est prévu dans l'étude de la cohorte nationale et au niveau de Ramsay, c'est les patients auront des sérologies les mêmes, c'est-à-dire alors quantitatives, donc globalement c'est le test Abbott, hein, mais ils n'auront pas que ça parce que c'est pas le meilleur examen pour apprécier l'efficacité d'un vaccin. Donc, dans les études, ce qui a été fait, c'était une détermination des anticorps, c'est-à-dire qui empêche les vaccins de pénétrer dans des cellules, hein, cibles, et d'autre part, ce qui est aussi prévu et ce qui a été fait dans les essais cliniques, c'est des études au niveau de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire non pas les cellules B, mais les cellules T spécifiques du virus. Mais ça, ce ne sont pas des tests qui sont faits en routine courante, ils ne sont faits que dans le cadre d'études scientifiques particulières. Non, mais je voulais juste savoir si demain je vais au laboratoire un mois après ma deuxième dose, parce que ma deuxième dose, je l'ai jeudi. Est-ce que si je demande qu'on me fasse un test comme on fait à tout le monde, enfin pas une sérologie, j'aurai l'espoir de voir des anticorps être positifs au lieu d'être négatifs? Ah oui, théoriquement, vous devriez l'être. Alors, on aura peut-être à disposition après, comme pour certains vaccins, par exemple, pour le tétanos, vous pouvez déterminer si les patients ont des anticorps protecteurs ou pas protecteurs. C'est pris en charge, il y a des seuils, ça a été vraiment très bien étudié, ou pour la diphtérie, par exemple, hein. D'accord. Donc, on aura probablement, mais ça va mettre un certain temps. Je pense qu'on n'aura pas ça avant. Alors, dans le Covid, tout va très vite. Il y a des progrès scientifiques qui sont extraordinaires, puisqu'on a quand même eu des vaccins en 1 an, alors que, si vous voulez, c'est au minimum entre 5 et 10 ans pour avoir des vaccins. Donc, on peut espérer que des sérologies spécifiques pour le suivi vaccinal arrivent probablement, non pas dans 2-3 ans, mais probablement dans 6 mois. Oui, bonsoir. C'était posé une question justement au docteur Stocker. Vous avez parlé des effets secondaires par rapport à la prise du vaccin. Et mon épouse, en fait, a un lupus. Vous avez commencé à en parler et en fait, donc, le lupus, lui, il est calme. Il est calme, voilà, depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il par rapport à ça? Est-ce que vous avez des réponses? Alors, on n'a pas de réponse spécifique vis-à-vis de la vaccination sur le Covid, puisqu'on en aura probablement. Par contre, on a des données quand même des autres vaccinations dans la maladie lupique, hein. Il y a des données quand même assez importantes. Et ce qu'on sait, c'est que les vaccins, chez les patients, et quelques patients, parce qu'on est 9 femmes pour un homme dans le lupus, lorsque la maladie est quiescente, n'induisent pas de poussée de lupus. Donc, les vaccins sont très sûrs dans le lupus dès le moment où la maladie lupique est quiescente. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si vous avez un traitement dans le lupus, on est amené à donner des traitements très variés comme traitement de fond. Dans les formes peu sévères, les patientes sont sous plaquenil et des petites doses de corticoïdes. Dans les formes plus sévères, pour entraîner, même en continu, on a un traitement immunologique, immunosuppresseur, notamment à base d'Immurel.
Donc, par exemple, si pour les patients qui sont sous Immurel, on aura une réponse vaccinale qui sera plus faible. Voilà. C'est ce qui risque de se passer. Mais a priori, si votre lupus est en rémission et quiescent de longue date, le risque de la vaccination d'entraîner une réactivation de votre maladie lupique est extrêmement faible. Alors, sur le Covid, on ne sait pas, mais avec les autres vaccins, ça, on le sait parce qu'on a beaucoup de données. Et l'Association européenne de rhumatologie propose de vacciner les patients lupiques, les quelques patients, parce que c'est 1 pour 10, je le dis, dès le moment où ils sont quiescents, et recommande 6 mois de quiescence, 3 mois et 6 mois, plutôt 6 mois avant de faire un vaccin. Merci beaucoup. Nous avons une question sur le chat. Je pense que beaucoup se la posent en secret, mais n'osent pas la demander. Est-ce que les personnes immunodéprimées qui se font vacciner peuvent développer la COVID-19 à cause du vaccin? Non, la réponse est non, puisque dans les vaccins, il n'y a qu'une protéine du virus, soit l'ARN qui code, soit la protéine elle-même, soit voilà, mais il n'y a qu'une protéine, donc il manque tous les autres éléments pour avoir un virus de la COVID complet. Donc il n'y a aucune chance d'attraper la COVID-19 à cause d'un vaccin. Du coup, je refais une petite question de chat. Est-ce que la présence de BK-virus est une contre-indication à la vaccination pour les personnes greffées? Non, non, le BK-virus, c'est un virus opportuniste du tractus urinaire qui pose des gros problèmes en transplantation, certes, mais qui n'expose pas à d'autres infections virales ou à des susceptibilité vaccinales particulières. Donc, non, il n'y a pas d'incompatibilité particulière entre avoir une infection à BK-virus et se faire vacciner. Non, non, surtout pas. Même au contraire, parce qu'on peut imaginer que quand on a une infection à BK-virus, on est, entre guillemets, trop immunodéprimé. Donc, au contraire, on est parmi les personnes qui sont les plus indiquées à faire ce vaccin. Est-ce qu'il y aurait un vaccin qui serait plus adapté pour les patients insuffisants rénaux, donc en amont de la suppléance ou dialysés ou greffés? Alors, si je peux partager, il y a eu une présentation à la Société française de néphrologie en visio par une infectiologue de renom qui s'appelle Madame Launay. Et ce qui ressortait, c'est que globalement, tout le monde espérait que grâce aux vaccins RNA qui sont assez puissants, puisque globalement, on est à 90% d'efficacité. Alors maintenant, nous n'avions pas les informations sur Sputnik, mais en tout cas, avec les vaccins RNA qui sont très efficaces, en fait, on arriverait probablement à surmonter le défaut partiel de réponse vaccinale qu'ont les patients dialysés. Les patients dialysés répondent moins bien. Ça, on le sait, on est obligé de faire des schémas renforcés et que probablement ces vaccins très puissants permettraient d'éviter ces rappels itératifs qu'on est obligé de faire, par exemple, dans l'hépatite B. Donc, alors, en même temps, il n'y a aucune donnée, puisqu'il n'y a eu aucune étude faite chez les dialysés, et c'est pour ça qu'il y a des... alors, il n'y a pas qu'en France où il y a des études de cohorte qui vont avoir lieu, mais globalement, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, tous les néphrologues vont essayer de mieux suivre l'effet de la vaccination, à la fois chez les insuffisants rénaux avant la dialyse, parce qu'on sait qu'il y a une moindre réponse vaccinale par rapport à des patients normaux, chez les patients dialysés dont la réponse est plus faible, et chez les patients transplantés. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais il semble... Tout le monde espère, c'est assez unanime comme constat, que grâce à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles plateformes, la réponse vaccinale sera meilleure dans ces groupes de patients. Et peut-être que c'est aussi une question qui se pose par rapport aux vaccins disponibles actuellement, c'est-à-dire, enfin, disponibles actuellement ou bientôt, est-ce qu'il vaut mieux faire un vaccin Pfizer, Moderna ou attendre AstraZeneca? Je pense qu'il y avait aussi peut-être cette dimension dans la question, je ne sais pas. Je rejoins Guy sur le fait que les vaccins ARN sont tellement plus immunogènes que ça paraît
une meilleure solution, mais ça, on n'a pas les données, mais quand même, quoi, quand même. Par rapport au vaccin à adénovirus, je pense qu'il n'y a pas photo sur la puissance immunogène de ces vaccins. Oui, j'avais une question. J'ai été greffée il y a un mois. À Necker, on me propose de faire un vaccin au bout d'un mois. Vous avez parlé d'un délai de 3 mois d'attente. Sachant aussi que je travaille en cabinet dentaire et donc je suis potentiellement exposée à des personnes qui ne portent pas le masque et qui peuvent être porteurs asymptomatiques. Donc, quand faire le vaccin et quand envisager de reprendre le travail, sachant que voilà, peut-être au mois de mai, au mois de juin, toute la population sera loin d'être vaccinée. Que me recommandez-vous? Alors, je pense que les... Alors, je suis plutôt spécialisé en dialyse, mais je suis quand même pas mal de transplantés. J'ai fait, il y a un petit peu longtemps, 3 années de transplantation. Je pense que la problématique de votre équipe de greffe, c'est par rapport à votre profession. Vous n'êtes pas une transplantée banale, puisque, en fait, globalement, votre métier, tout le monde espère que vous allez, vous aussi, le reprendre, vous expose plus que tout le monde à contracter le Covid. Donc, alors, je pense qu'ils ont mis en balance probablement que votre greffe s'est très bien passée et que vous avez une très bonne fonction rénale et que vous n'avez pas fait de rejet. Et c'est pour ça qu'ils sont plutôt à vous proposer une vaccination précoce du fait de votre profession. Moi, je l'interprète comme ça, mais… J'ai une greffe avec donneur vivant 100% compatible. D'accord. Alors, donc, qui s'est bien passé. Oui. Voilà. Donc, c'est un cas particulier puisque bon, c'est une greffe en donneur vivant et qui a… Donc, bien sûr, aucun rejet, quelqu'un de totalement compatible en ABO et en HLA. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il vous propose, du fait du caractère totalement paisible et remarquable de votre transplantation et du risque immunologique faible par rapport à votre risque dans votre profession de contracter. Et il souhaite sûrement que vous soyez vraiment protégé pour pouvoir retourner travailler avec sécurité. Moi, je l'interprète comme ça. Et je ne cours pas de risque, même vaccinée, à m'occuper de personnes qui, elles, ne seront pas vaccinées et qui peuvent potentiellement être porteurs du virus sans le savoir. Alors, il y a un risque, mais vous, théoriquement, quand vous êtes en exercice dans le cabinet dentaire, théoriquement, vous avez un masque. Oui, on travaille avec des FFP2 en ce moment. Voilà. Mais donc, bon, le patient, lui, n'a pas de masque. Alors, le FFP2, il protège remarquablement, même si les gens excrètent du virus, hein, parce que c'est ce qu'on utilise pour les soins avec les patients qui ont le Covid, qui sont réplicants. Et globalement, le risque de transmission est minime si vous portez bien le FFP2. En sachant qu'il y a différents types, hein. Il y a celui qui est assez, vous savez, le classique en forme de canard qui est difficile à porter, puis il y en a un autre qui est horizontal, qui est lui beaucoup plus facile à porter. Donc si vous êtes avec ce type de masque en permanence, normalement, vous êtes plus vacciné, je pense que vous êtes protégé. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une personne qui était greffée de donneur vivant à HLA identique et qui s'inquiétait de sa possibilité de reprendre le travail. Moi, je crois que tout ça est assez subtil et dépend aussi de l'anxiété de chacun, de chacune, de son équilibre personnel, parce qu'on est dans une situation inédite au plan aussi sociétal et professionnel, et que donc il faut équilibrer la vie professionnelle, le risque infectieux et la vie personnelle. Le problème vient surtout du fait que je travaille en cabinet dentaire, donc je peux être exposé à des personnes non vaccinées pouvant être porteurs asymptomatiques. En fait, voilà, je ne travaille pas derrière un ordinateur ou voilà. J'ai bien compris. Ouais. Ensuite, comme disait le docteur Rostocker, si vous êtes avec un FFP2, il y a quand même une très très bonne protection. Ensuite, on sait que
on n'est pas tous, au cours de la journée, on enlève son masque, on touche son masque, on touche son visage. Donc, il faut être très vigilante vis-à-vis de ça. Et peut-être en cabinet dentaire, il faudrait revoir avec le médecin du travail éventuellement ou les personnes avec qui vous travaillez la possibilité d'être moins en contact avec les patients au moment où ils ne portent pas leur masque. Oui. C'est une possibilité. Bon, merci docteur. Moi, j'avais une petite question du coup générique en rapport avec le travail. Est-ce que du coup, c'est aussi compliqué pour les personnes greffées de travailler en open space avec 60 personnes, par exemple, ou vous émettez parce que disons que le risque n'est pas peut-être aussi grand, mais il y a quand même des risques quand même en open space. En fait, ce qu'on a décrit, c'était dans des espaces des espaces de travail qui sont mal ventilés et éventuellement avec beaucoup de personnes, c'est qu'en effet, il pouvait y avoir des aérosols qui contenaient du virus dans l'air et des contaminations comme ça éventuellement par des conduits de ventilation ou tout simplement la présence dans le même espace. Mais voilà, dans la mesure où tout le monde, dans ce genre de circonstances, doit porter le masque, on peut quand même être relativement serein, je pense. Encore une fois, c'est affaire personnelle et je ne pense pas qu'un employeur puisse contraindre qui que ce soit qui soit une personne à risque à revenir travailler absolument si elle a une anxiété quelconque vis-à-vis de cette prise de risque. En fait, c'était plutôt par rapport à votre point de vue de médecin, dans la mesure où souvent les patients, dans ce cas-là, l'employeur ne le sait pas forcément et il n'a pas forcément envie de le dire. C'est surtout savoir ce que vous recommanderiez en tant que néphrologue à un patient qui serait dans ce contexte-là, en fait, puisque je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent dans notre groupe. Et c'est juste, après vous disiez au début, effectivement, c'est une question de perception personnelle par rapport à son environnement, s'il est suffisamment sécurisé ou pas. Mais clairement, je pense qu'on se pose tous plus ou moins la question de savoir si c'est un risque qu'on prend ou pas de retourner au travail. Alors, moi, mon point de vue, c'est que peut-être ce risque, vous allez le minorer de façon extrêmement importante en complémentant les mesures de protection, le port de masque, par la vaccination. Un des intérêts de la vaccination, c'est de vous quand même de vous sécuriser en termes de santé et vis-à-vis si vous rencontrez le virus, parce que vous risquez de le rencontrer, vous serez capable de vous défendre et de ne pas faire une forme grave du tout. Donc, je pense que pour les patients qui travaillent, la vaccination si vous voulez, en plus du masque et des mesures de barrières, c'est une armure de plus pour se protéger du risque de contamination ou du risque de faire une forme un peu sévère. Voilà. Quel serait le degré de protection des vaccins disponibles actuellement, bien sûr, sur ces variants? Alors, sur les vaccins Pfizer et Moderna, on sait aujourd'hui qu'ils sont efficaces sur le variant anglais. D'accord ? Donc, il n'y a aucun souci pour le variant anglais. Pour le variant sud-africain, qui devient un problème parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, les Anglais ont montré que des variants anglais pouvaient devenir spontanément sud-africains en Grande-Bretagne. Sur le variant sud-africain, il y a une légère diminution de l'immunité provoquée par les vaccins, qui est de l'ordre de 30% sur le taux d'anticorps neutralisants. Mais on a une telle marge d'anticorps neutralisants qu'aujourd'hui, les experts pensent qu'il n'y a pas d'effet sur l'efficacité des vaccins. Donc ça reste à surveiller et donc ça va être fait maintenant évidemment entre le variant sud-africain et le variant brésilien, tout le monde se surveille ça comme le lait sur le feu. Il faut savoir que la beauté des vaccins ARN, c'est que les fabricants ont déjà commencé à modifier leurs vaccins
pour intégrer les mutations du variant anglais, du variant sud-africain et du variant brésilien. Donc, d'ici, on va dire 2 mois, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna comprendront de l'ARN de ces variants-là pour être sûr que la protection qui est accordée est également accordée à ces variants-là. Il faut savoir qu'il y a de grandes chances que d'autres variants apparaissent, en particulier tant qu'une grande partie de la planète n'aura pas été vaccinée. La probabilité d'apparition d'un variant, elle est directement proportionnelle à l'intensité de l'épidémie. Vous imaginez bien qu'au plus il y a de gens infectés, au plus il y a de virus qui se reproduit, et au plus il y a de possibilités qu'il y ait une erreur qui soit faite pendant la reproduction qui amène à l'émergence d'un mutant, donc d'un variant. Et ça disparaîtra petit à petit au fur et à mesure que les gens seront vaccinés. Ça disparaîtra aussi en partie si cet été il y a un effet comme l'été dernier où il y a moins l'épidémie circule moins. Mais il faut s'attendre sur les vaccins à coronavirus qu'on ait des rappels à faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. On ne sait pas, ça dépendra de la vitesse d'apparition des variants. Mais ces vaccins, on peut les faire très facilement, comme le vaccin de la grippe. Hein. C'est-à-dire qu'on intègre de nouvelles souches régulièrement dans le vaccin et on fera des rappels. Voilà, donc aujourd'hui, quand on dit qu'ils sont moins efficaces sur le variant sud-africain, il faut savoir qu'ils restent quand même efficaces et que même si les personnes étaient contaminées, elles feraient des formes, à mon avis, nettement moins sévères que si elles n'étaient pas vaccinées. On n'a pas de données sur le vaccin AstraZeneca, on n'a pas de données sur le vaccin Sputnik par rapport aux variants. On a des données un petit peu sur les 2 autres qui arrivent, Novavax et Janssen, parce qu'ils ont fait un essai clinique, une partie de leurs essais cliniques sont faits en Afrique du Sud, et que donc on a vu effectivement qu'avec ces vaccins aussi, il y a une petite diminution de l'efficacité au niveau des gens qui ont ce variant. Voilà. Il y avait une question sur la durée de l'immunité, elle est un peu similaire. On ne sait pas aujourd'hui combien le temps des vaccins, enfin des anticorps et l'immunité cellulaire, combien ça va durer après une vaccination. Mais en fait, le problème se pose, je dirais presque pas, parce que comme il va y avoir ces variants, il va y avoir des rappels. Donc, de toute façon, il y aura des rappels régulièrement qui seront faits. Moi, je pense pendant quelques années, il y a des études qu'on a parlé jusqu'en 2024 où il y aura des petits pics d'épidémie. Mais bon, petit à petit, tout ça va se tasser. Du coup, le vaccin qui permettrait d'éviter une forme grave, mais est-ce qu'en étant vacciné, on resterait porteur et donc ça, on n'en sait rien. C'est le grand problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible de savoir parce qu'il aurait fallu faire des PCR, donc des tests PCR, à tous les participants de tous les essais cliniques, toutes les semaines, 2 fois par semaine. Donc, ce n'était pas possible d'aller mettre des comptes-tiges dans le nez de 40 000 personnes 2 fois par semaine dans une étude. Ce n'était pas possible. Donc, ce n'était pas possible de savoir. On le verra indirectement par l'effet de la vaccination sur la transmission du virus dans un pays, par exemple. Donc, Israël est un excellent laboratoire pour ça, parce qu'ils vaccinent à toute allure une population qui est assez petite. Et donc, on saura très vite s'il y a un effet net sur la transmission au niveau de la population. Après, au niveau des individus, on ne sait pas, mais si le vaccin est efficace, on s'en fout. Je veux dire, si on est vraiment protégé, même si, voilà, on sera protégé. Donc, on attend les résultats d'Israël avec beaucoup d'impatience pour savoir l'effet de la vaccination sur la dissémination du virus dans la population et donc la transmission. Voilà. Le fameux R que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était avant complètement inconnu. Tout le monde dit « Ah oui, le R est à 1,2. Oh, le R est à... » On est tous devenus des épidémiologistes. J'ai une petite question. Est-ce que du coup, quand on a fait la première injection de Pfizer, admettons qu'il n'y ait plus de Pfizer, est-ce qu'on peut faire le Moderna ou... Aujourd'hui, on n'en sait rien. La HS dit surtout pas, parce qu'évidemment, on n'a aucune donnée là-dessus. Donc, non, on ne va pas panacher là. On va éviter de panacher. Ouais. À terme, c'est sûr qu'il y aura des essais cliniques qui essaieront des stratégies à plusieurs vaccins. Il y a du sens, je veux dire, au niveau purement scientifique, il y a du sens à faire ça pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas s'amuser à ça. Du coup, j'ai 2 petites questions, dont une à laquelle je pense on va pouvoir répondre rapidement. Donc, sur la possibilité de se faire vacciner hors de la région d'habitation quand on est en Espagne, notamment. Donc, a priori, la personne est confinée en Espagne.
Donc oui, on peut se faire vacciner si on est français et à risque dans un autre centre. Preuve en est, notre Béatrice adorée s'est fait vacciner à Tours alors qu'elle habite en Normandie. Elle a donc fait 500 km aller-retour. Ensuite, ce sera la dernière question. Nous n'en prenons plus, nous sommes désolés. Nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Quel est le délai entre deux doses? Tout à l'heure, nous avons eu un petit témoignage d'une personne qui a été rappelée pour repousser de 7 jours. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou le delta de 7 jours est autorisé? Il me semble que oui, mais vous répondrez bien mieux. Les données dans les études. Donc, je vous rappelle, donc, pour le vaccin Pfizer, normalement, c'est 3 semaines. Pour le vaccin Moderna, c'est 4 semaines. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est entre 4 et 12 semaines. Donc, ça fait beaucoup de temps. Hein, ça fait entre 1 mois et 3 mois. Pour le vaccin AstraZeneca, il y a des justifications. Il y a plein de justifications qui disent qu'entre 4 et 12 semaines, c'est probablement... ça marche. Pour les autres, effectivement, aujourd'hui, donc, vous savez qu'il y a eu tout l'agence, la HS et la NSM ont dit on peut faire jusqu'à 12 semaines, et puis finalement, le ministère est revenu en arrière, on est revenu à 3 semaines pour Pfizer et 4 semaines pour Moderna. Vu la réaction immunitaire, l'intensité de la réaction immunitaire, 1 semaine de retard sur l'un ou l'autre ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, dans les essais cliniques, il y a pas mal de patients qui ne l'ont pas exactement reçu à 3 semaines ou à 4 semaines. Voilà. Mais au-delà, peut-être, mais on ne sait pas. Je viens de voir passer une question sur est-ce qu'il faut attendre les nouveaux vaccins avec les variants à l'intérieur? Oui, voilà. Non. C'est celle que il vaut mieux avoir une protection peut-être un peu moins efficace contre les variants que pas de protection du tout. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes, mais moi, je dis non. Non, je pense que il y a quand même une assez bonne protection contre les variants. Contre le variant anglais, qui est quand même celui qui risque de circuler le plus, ça marche quand même pareil, à peu près. Hein. Et globalement, ça marche sûrement un petit peu moins bien sur les autres variants, mais ça marche quand même tellement bien que les gens sont protégés. Donc, au pire, les gens feront des formes complètement bénignes, mais vous ne ferez pas des formes sévères et vous ne vous retrouverez pas en réanimation. Voilà. Donc, surtout, faites-vous vacciner. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont été vaccinés seront probablement rappelés pour une 3e dose spéciale variant, puisque Stéphane vous l'a peut-être dit, je pense, mais les industriels travaillent sur une 3e dose orientée sur ces variants en rappel. Voilà, donc faites-vous vacciner et par les vaccins que l'on a actuellement qui couvrent quand même beaucoup de choses. C'est sans doute le moment de remercier aussi les intervenants qui ont répondu à toutes les questions qui ont été posées. Et merci aussi à vous pour votre partage d'expérience, parce que c'est aussi ce qui fait la richesse des échanges. Et merci de nous avoir invités, parce que c'était très intéressant pour nous de s'exprimer devant des patients très cultivés. Merci, hein. C'était une super visio et on espère vous revoir pour les prochaines. Et puis merci aux intervenants parce que franchement, vos réponses ont été extrêmement intéressantes. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.